Alors moi, il faut que je clique là-dessus. Ouais. D'accord. Bonjour Edmond, Bonjour. je suis heureuse de profiter de l'occasion offerte par la FPGT pour t'interviewer dans le cadre de la Gestalt articulée. Cette initiative permet d'interviewer, de rencontrer des personnes qui, dans leur pratique de thérapeute, intègrent la Gestalt thérapie. Très bien. Alors, c'est moi qui vais te présenter et Oui. puis ensuite, je te poserai quelques questions. Donc, Edmond, tu as un curriculum vitae impressionnant, tu es docteur d'État, tu es psychologue, psychanalyste, avec à la fois une grande expérience aussi de formateur, de superviseur et d'enseignement à la faculté de Nanterre, où tu as professé pendant, je pense, plusieurs décennies. Donc, Oui. c'est un honneur que tu nous fais d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, tu as beaucoup écrit aussi, mais je ne vais pas faire la liste de tous les bouquins, ils sont là derrière. Et le dernier ouvrage que tu as écrit, c'était avec moi et ça s'appelle Regard croisé sur la psychothérapie, psychanalyse et gestalt thérapie. Donc, on est vraiment dans le thème de cette série d'interviews. Alors, la première question que je vais te poser, c'est comment toi, tu définis ta pratique et ton métier? Écoute, je pense que tu viens de le faire assez bien, montrer les différentes facettes de mes activités, enseignant, chercheur, psychothérapeute, superviseur, formateur, voilà, c'est donc, mais en même temps, à travers ces différentes activités, je me sens quand même une personne intégrée. C'est-à-dire, elles ont des liens, toutes ces activités entre elles. Donc, tu peux intégrer plusieurs facettes, comme tu intègres aussi plusieurs approches. Voilà. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles encore comme psychothérapeute ou est-ce que tu es plutôt formateur, superviseur? Oui, plutôt formateur et superviseur. Aujourd'hui, je suis en demi-retraite quand même. Alors, je connais ton intérêt pour toutes les thérapies humanistes et ça serait intéressant que tu nous dises ce qui fait que tu t'es intéressé à ces pratiques. Mais avant de te redonner la parole, je voulais signaler que tu as fait énormément pour nous, pour les thérapies humanistes et les thérapies dites nouvelles thérapies d'ailleurs. Oui. Dites nouvelles thérapies dans les années 70. On te doit beaucoup parce que ce guide pratique, tu l'as renouvelé au moins pendant 10 ans en le mettant à jour et en parlant de tout ce développement des thérapies humanistes existentielles, dont la Gestalt thérapie. Oui. Donc, j'ai envie de te dire merci et aussi que tu me précises qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ça? Alors, qu'est-ce qui fait? D'abord, il faut dire que la psychologie humaniste, les thérapies humanistes, c'est quand même un courant fondamental aujourd'hui de la psychothérapie. C'est un des grands courants. Donc, c'est comme je me suis intéressé beaucoup aux psychothérapies, j'ai été amené à m'intéresser à ce courant. Mais le point de départ, c'est une expérience personnelle. C'est-à-dire, moi, je m'étais formé dans la psychanalyse, j'avais fait une psychanalyse personnelle, plus une psychanalyse didactique, etc. Et c'est au début des années 70, à la fin des années 60 déjà, il y a le courant rogérien qui est arrivé en France. Et à ce moment-là, j'ai fait l'expérience de groupes d'inspiration rogérienne. Et ça a été une expérience pour moi qui venait de la psychanalyse, quelque chose de très différent, de très chaleureux, de très impliquant. Et ça a été une expérience vraiment formidable
qui m'a fait découvrir Rogers. Donc, je suis arrivé à la psychologie humaniste d'abord par Rogers. Oui. Et puis, dans les années 70, début des années 70, il y a eu ce qu'on appelait les nouvelles thérapies, qui étaient essentiellement des thérapies humanistes, qui sont arrivées en France. Et comme j'avais fait aussi entre-temps aussi l'expérience de groupes d'inspiration psychanalytique, donc ces expériences de groupe me semblaient très riches, très intéressantes. C'était une autre forme de psychothérapie que celle qu'on connaissait traditionnellement. Et je me suis dit, je vais essayer aussi de me familiariser avec ces nouvelles thérapies. J'ai fait le premier groupe de bioénergie qui a eu lieu en France, qui était animé par un thérapeute anglais. Ça a été une expérience aussi tout à fait nouvelle pour moi, tout à fait déroutante, parce que c'était axé surtout sur le corps, alors que la psychanalyse et même les groupes rogériens, c'était plutôt la parole, au fond, qui était au premier plan. Donc, nouvelle expérience et qui m'a amené à vouloir poursuivre ce type d'expérience. Donc, parallèlement, j'avais peu à peu entamé une pratique dans les années 70 de psychanalyse. J'avais ma pratique de psychanalyse et en même temps, je continuais ces expériences. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de me dire, mais il y a des oppositions entre ces différents courants, entre ces différentes écoles, elles se rejettent mutuellement, etc. Mais moi, quand je vis ces expériences, je ne trouve aucun conflit intérieur. Oui. En moi, elles s'intégraient parfaitement. Au contraire, pour toi, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires et j'ai poursuivi au fond mon travail thérapeutique à travers ces différentes expériences et j'ai pas eu l'impression d'une césure dans mon travail thérapeutique. Ça se poursuivait et par exemple les thérapies humanistes m'ont apporté des choses que la psychanalyse ne m'avait pas du tout apporté. Oui, je vais te poser une question là parce que ça ne devait pas être facile d'avoir cette ouverture à la psychologie humaniste en venant de la psychanalyse qui est quand même été très rétive et très méfiante par rapport à nos pratiques. Oui, oui. Alors, comment tu vivais ça? Est-ce que tu te sentais le traître? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je disais, mais c'est formidable. Mais j'essayais de faire connaître, parce que j'étais toujours dans une pratique de supervision analytique, j'essayais de faire connaître ça à mon superviseur qui me disait, mais pas du tout, mais on ne peut pas aller dans ce genre de pratique, c'est impossible. Oui. Et je lui disais, mais moi, j'y vais, ça me fait du bien. Donc, voilà, donc d'emblée, je me suis intéressé donc à ce courant et d'emblée, j'ai été intégratif. Oui. Intégratif par expérience, c'était pas un choix au départ idéologique, c'était de voir que ces différentes démarches peuvent très bien être complémentaires et s'intégrer dans un parcours thérapeutique, puisque je l'ai vécu, moi. Oui. Voilà. Et donc, toi, tu n'as pas crié avec les loups qu'on était oui, absolument. Absolument. Et je suis très content d'avoir baptisé, tout en gardant un enracinement dans la psychanalyse. Je n'ai jamais quitté la psychanalyse. Peut-être au moins elle continue à m'inspirer. Oui, mais peut-être qu'il y a une différence entre tout l'arsenal conceptuel de la psychanalyse qui continue de vivre et la pratique. Parce qu'il ne me semble pas que tu te situes comme un analyste pur et dur et tu ne mets pas les gens sur le divan. Si, mais si. Ah. Je peux les mettre sur un divan, mais de toute façon, le divan, pour moi, n'est pas du tout spécifique de la psychanalyse.
on peut travailler en gestalt en mettant les gens sur un divan, à mon sens. Le divan, c'est une position possible dans le travail thérapeutique qui a pour intérêt, par exemple aussi, de permettre une relaxation, d'attirer l'attention sur le corps, sur le vécu corporel. Donc, ce n'est pas pour moi un outil spécifiquement psychanalytique. Oui, mais ce que je Alors, voulais c'est dire, le matelas aussi. C'est le matelas. c'est les coussins. Pardon? Le matelas et les coussins. Oui, 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 absolument, absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu n'avais pas une pratique de la cure très rigide. Tu te Non, différencies parce que tu te différencies du corpus des psychanalystes dans ta pratique, qui est oui, beaucoup plus absolument, souple, souple. absolument. Mais il m'a fallu quand même quelques temps pour intégrer ça à ma pratique. Ah oui. C'est-à-dire, il m'a fallu dans les premiers temps de ma pratique psychanalytique, disons, j'ai commencé vers 74 à ma pratique, et il m'a fallu peut-être 4 ou 5 années pour oser quand même intégrer des éléments. Je les vivais dans mon propre parcours, mais pour oser les intégrer dans ma pratique. Je Donc au comprends. début, oui, au début, j'avais le dispositif classique, D'accord, mais d'accord. peu à peu, j'ai intégré des éléments dans ma pratique. Ouais. Et très vite, c'est devenu tout à fait spontané. D'accord. Alors, on va venir peut-être, Edmond, plus spécifiquement sur la gestalt thérapie, parce que nos Oui, auditeurs, ils sont dans le mouvement de la gestalt thérapie, et ce qui va les intéresser, c'est comment, plus précisément, tu peux intégrer des éléments de la gestalt thérapie oui, oui. et dans ton arsenal conceptuel et dans ta pratique. Oui, oui. Alors là, c'est pareil. Je l'ai d'abord expérimenté, la gestalt Oui, thérapie. J'ai fait en 1974 un groupe au Centre d'évolution avec Jacques Durand-Dacier. Je ne sais pas si tu l'as connu. je ne l'ai pas Et, connu, mais je le situe. et c'était quelqu'un de très intégratif, mais qui était très influencé par la gestalt thérapie. Il y avait tout un travail très proche de la gestalt thérapie. À l'époque, tout le monde était intégratif, tout le monde mélangeait les choses. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la gestalt thérapie. Et au centre d'évolution, j'ai croisé aussi Marie Petit, Oui, qui intervenait au centre d'évolution, qui était gestalt thérapeute, mais qui était complètement intégrative aussi, oui, parce qu'elle était aussi analyste jungienne, tout à et puis fait. par la suite, elle s'est intéressée à Mélanie Klein, Mm. donc elle était très intégrative, et alors, l'ayant rencontrée, on a parlé, on a bavardé, j'ai fait un stage d'un week-end avec elle, et peu à peu, comme ça, la gestalt thérapie est devenue une de mes références essentielles, Oui. importantes. J'ai fait aussi du groupe avec Daniel Grosjean. Enfin, j'ai vraiment, je me suis formé à la gestalt aussi. Et est-ce que tu pourrais préciser quels éléments de la gestalt thérapie sont pertinents pour toi, sont les plus utiles, les plus créatifs, créateurs? Oui, écoute, les éléments, c'est surtout des éléments de pratique, Oui, parce que d'abord, je l'ai assimilé comme pratique. Les premiers bouquins sur la gestalt thérapie, ils sont arrivés tardivement, vers la fin des années 70. Et pratiquement le premier bouquin français, c'est celui de Marie Petit. Hein, et c'est moi qui l'ai incité à publier aux éditions Retz, oui, dans la collection Psychologie dynamique que j'ai dirigée, tu vois, donc j'ai fait publier Marie Petit, puis après j'ai fait publier Gonzague Masquelier aux Thérèse, éditions oui. Rest. Donc, je reviens à ta question. Oui, Là, c'est surtout des éléments de la pratique que j'ai intégrés.
le travail sur l'ici et maintenant qui me semble fondamental dans le travail thérapeutique. Oui. Or, d'une certaine façon, il existait déjà dans la psychanalyse, parce que le travail sur le transfert et les résistances, c'est un travail dans l'ici et maintenant. Tout à fait. Mais cet accent pardon? Je dis tout à fait, je suis d'accord. Oui, 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 oui. Et cet accent mis sur l'ici et maintenant, c'est ça qui m'a semblé particulièrement intéressant dans la Gestalt thérapie et sur la notion de contact. Oui. Le contact dans l'ici et maintenant, dans le champ de la séance. C'est ça qui m'a beaucoup séduit dans la Gestalt thérapie et que j'ai trouvé tout à fait. On peut travailler à certains moments dans la direction du transfert, c'est-à-dire en reliant passé et présent, mais on peut travailler aussi dans le champ simplement du présent en travaillant, comme travaillent les Gestalt thérapeutes. Et les trois questions fondamentales de Peirce, que faites-vous, que ressentez-vous et que voulez-vous, me semblent des questions tout à fait fondamentales dans le travail thérapeutique. Donc, je les ai tout à fait inclus dans mon travail. Oui. D'accord. Donc, l'ici et maintenant, et ces trois questions très concrètes de Peirce, qui non seulement sont dans l'ici et maintenant, mais aussi nous propulsent vers l'avenir, puisqu'il y a quelque chose de « que voulez-vous maintenant ?» Oui, 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 oui. Et aussi un élément très important sur lequel Peirce a beaucoup mis l'accent, c'est la concentration opposée comment on dit, à la libre association, pardon. La concentration, le travail de concentration, et Peirce avait déjà pris ça un peu chez Reich, se concentrer sur l'ici et maintenant, sur l'awareness, sur le ressenti, par exemple, le ressenti corporel. Oui. Ça aussi, c'est un apport fondamental de la Gestalt. Et ça aussi, moi, je l'ai très vite intégré dans mon travail thérapeutique. Oui. Et d'ailleurs, la première démarche de Peirce, c'était la thérapie de la concentration. Tout à fait. Distingué de la psychanalyse. Et ça, c'est resté dans la Gestalt thérapie. Oui. C'est un élément fondamental du travail en Gestalt thérapie. Et aujourd'hui, on peut, je ne sais pas si dans ce cycle, on va interviewer des gens qui font de la pleine conscience, mais il me semble que quand j'entends les gens parler de la pleine conscience, pour moi, c'est très proche de cette thérapie de la concentration. Mais bien sûr, ils redécouvrent. C'est ça qui est étonnant aujourd'hui. Les thérapies comportementales et cognitives redécouvrent des choses comme la méditation, la pleine conscience, la centration sur le corps. C'est merveilleux, c'est très bien. Moi qui suis intégratif, ça me convient bien. Oui. Donc, voilà déjà deux points que tu soulignes, hein, l'ici et maintenant, et l'awareness avec l'accent mis sur nos sensations corporelles et nos ressentis. Oui, et la concentration plutôt, à côté de l'association libre, parce qu'à certains moments, c'est intéressant de faire travailler le patient en association libre. Qu'est-ce qui lui vient à l'esprit, comment il relie des images, des souvenirs, etc. Et à d'autres moments, l'amener à se concentrer sur un ressenti corporel, sur qu'est-ce qui se passe en lui au niveau émotionnel, au niveau corporel. Oui. Voilà. Alors là, tu es très proche des débuts de la Gestalt thérapie avec Peirce et je connais ton attachement pour ces débuts. Mais quand dans Gestalt thérapie, le PHG fondateur, on a Goodman qui arrive et qui intègre plus la dimension du champ et peut-être la dimension sociale. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Tu sais que je ne suis pas un fan de Goodman. Je ne suis pas un fan de Goodman parce que je pense qu'il a apporté des choses incontestablement à la Gestalt et beaucoup de gens se réclament de lui. Donc, c'est déjà important. Mais en même temps,
moi, je suis plus persien que goodmanien. Oui, je Et, sais. et je sais que Peirce n'était pas très satisfait de Gestalt thérapie. Et par exemple, je trouve qu'on ne cite pas assez et on ne s'appuie pas assez en Gestalt sur le manuel de Gestalt thérapie. Moi, je trouve que ce dernier ouvrage de Peirce, il est formidable parce qu'il est concis, il était extrêmement clair. Jamais Peirce ne s'est exprimé d'une façon aussi claire et qui pose bien les fondements de la Gestalt thérapie. Oui. Et c'est aussi le Peirce des années 60, de la fin des années 60, où Peirce est plus influencé peut-être par le courant existentiel et humaniste qu'il n'a été au moment de Gestalt thérapie, où ça n'existait pas dans Gestalt thérapie. Ce mouvement, il n'était pas présent, mais parce qu'il n'était pas encore d'actualité aux États-Unis. Donc, le Peirce du manuel de Gestalt thérapie, pour moi, c'est celui qui correspond le mieux à l'orientation actuelle de la Gestalt thérapie. Oui. Mais, mais je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ces points-là. Hein. On en a discuté dans notre ouvrage. Oui. Cet ouvrage, ça a été passionnant justement parce qu'on a pu confronter. Moi, je crois que c'est un ouvrage extrêmement original, peut-être le premier dans ce genre, où deux thérapeutes qui appartiennent à deux courants différents acceptent de dialoguer entre eux, de confronter leurs idées, les points d'accord et les points de désaccord, et de le faire dans un climat de compréhension mutuelle, d'ouverture, mais aussi de confrontation. Hein, donc voilà, ça a Oui, oui, été une on n'a très pas bonne évité, expérience. nous n'avons pas évité la confrontation. Non, non, Mais, non, ça a mais été une très bonne expérience. peut-être que c'est intéressant de voir les choses dans un continuum plutôt que dans une rupture. Et dans l'ouvrage dont tu parles, le manuel de Peirce, il parle beaucoup de l'environnement et donc du champ organisme-environnement. Ah oui, oui, ça, Et, c'est une et- et donc, constante. et C'est donc une constante. moi c'est plus ce versant-là qui m'intéresse, c'est-à-dire comment on intègre l'environnement et du coup, toute une place dans le monde social aussi, Oui, oui, qui pour le coup est peut-être pas développé dans la psychanalyse traditionnelle. absolument, Nous, on est absolument. très attentif à cette frontière contact qui nous relie au monde et à la société, à la dimension sociale. Et qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là? C'est un aspect fondamental, c'est-à-dire la notion de champ, elle est fondamentale. Moi, je l'intègre tout à fait à ma démarche intellectuelle. C'est un apport notamment de la Gestalt théorie, de Lewin, et c'est très important, effectivement, de replacer toujours les choses dans un contexte, dans le champ dans lequel elles se situent, les phénomènes. Et c'est ça qui a d'ailleurs amené mon intérêt pour la systémique, parce qu'il y a la même à peu près base théorique en systémique, que tout phénomène n'a de sens que pris dans un contexte. Donc, alors, il y a des différences, bien sûr, entre la systémique et la Gestalt théorie et la théorie du champ, mais il y a beaucoup de proximité. Tout à fait, tout à fait. Un autre aspect de ma démarche intégrative. Oui, moi je dis souvent qu'on a le même grand-père là, entre les systémiciens et les Oui, gestaltistes. Et oui, oui, bien sûr, bien et le sûr. grand-père, c'est bien la gestalt psychologie. Oui, oui, absolument, Ouais. Et je absolument. pense que dans ce cycle, ils vont interviewer André Chemin sur la systémie. Très bien, très bien. Oui. Mais alors, je- tu dis qu'on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde dans l'ouvrage parce que moi, je suis plus goodmanienne et toi plus perlsien. Mais il me semble que dans la conception du chant, on n'a pas exactement non plus le même regard. Toi, tu parles du chant de Lewin. Oui. Tu pourrais développer un peu comment toi, tu définis le chant?
Ben, il disait que tout phénomène est pris dans un champ, c'est-à-dire que le champ, c'est l'ensemble des facteurs qui conditionnent, par exemple, un groupe, euh, le fonctionnement d'un groupe, mais aussi le fonctionnement d'un individu. C'est-à-dire un individu, il est toujours placé dans dans un champ qui est son environnement social, affectif, psychologique. Et il faut prendre en compte ce champ si on veut comprendre le comportement de l'individu. Le comportement de l'individu, ce n'est pas la résultante d'une sorte de mouvement qui serait purement interne à l'individu, mais c'est la résultante d'une interaction entre l'individu et le champ dans lequel il est placé. Alors, je ne sais pas si sur cette définition du champ, tu serais d'accord ou pas. C'est-à-dire que je pense qu'on ne parle pas du même champ, du même aspect du champ, que tu parles du champ plus en termes d'environnement dans lequel on évolue, et que quand nos fondateurs parlent du champ organisme-environnement, ils parlent d'un champ subjectif en fait. Ils parlent de comment moi je ressens ce champ, comment moi je suis dans ce champ. Donc il y a un axe plus personnel du champ. Oui, mais il est à la fois subjectif, bien sûr, complètement subjectif, et aussi objectif. Oui, Et aussi objectif. mais du coup, c'est peut-être pas le. On parle pas tout à fait de la même chose Oui, quand on parle du peut-être. champ objectif de Lewin, encore qui parle quand même aussi de l'espace de vie comme étant la manière dont moi je suis dans ce champ. Mais, Mais mais regarde, par exemple, là, nous sommes dans un champ très particulier. On se oui, parle par le biais d'un ordinateur, de Zoom, etc. tout à Alors, ce fait. champ, chacun de nous le vit d'une certaine façon. Il est subjectif, mais en même temps, il est aussi objectif, c'est-à-dire il y a aussi des éléments matériels. Je te vois, tu me vois, on est chacun dans notre cadre personnel. Et voilà, donc il ne faut pas la subjectivité fondamentale, mais elle n'exclut pas des éléments d'objectivité dans le champ. Je suis tout à Et fait c'est pas la d'accord. peine. Je suis tout à Oui, fait d'accord, mais quelquefois ça fait de la confusion chez les gens qu'on forme parce qu'ils ne savent pas toujours ce qu'on entend par champ. oui, Et, oui. et puis, quand on est dans un champ relationnel entre deux personnes, interpersonnel, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de prendre en considération la co-influence, comment que Bien moi je sûr, bien t'influence sûr. autant que tu m'influences, et Mhm. que, et que ce qui va se passer, c'est l'œuvre de deux, et pas une œuvre Bien, mais individuelle. là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais enfin, c'est une notion fondamentale. On pourrait en discuter très longtemps. Peut-être que le temps passe et que On a encore cinq est-ce que minutes. On a encore 5 minutes. Alors, oui, on peut aussi peut-être évoquer dans les racines philosophiques, parce que pour moi, comment dire, les affinités avec la phénoménologie sont très importantes, mais je sais que toi, tu m'as souvent dit que la phénoménologie, elle n'était pas là dans la création de la Gestalt. Tu peux en dire un peu plus? ça a été, elle n'était pas présente au départ. C'est-à-dire, dans la Bible Gestalt-thérapie, il n'y a aucune référence à la phénoménologie ni à à la psychologie existentielle. Ça n'était pas au départ. Mais peu à peu, c'est déjà plus présent cette orientation existentielle, par exemple dans le manuel de psychothérapie de Peirce, et c'est plutôt dans l'évolution du courant de la Gestalt que peu à peu cet aspect s'est accentué et à mon sens, à juste titre. Enfin, c'est une évolution D'accord, qui pour moi est tout à fait positive. C'est par exemple Noël Salaté qui, en tout à France fait. et en Suisse, a souligné cet aspect, a souligné l'importance de
de cette dimension existentielle et phénoménologique dans la Gestalt. Tout à fait. Et Noël parlait oui, de phénoménologie clinique. Que la oui, oui, Gestalt-thérapie oui, était oui, une tout à fait, phénoménologie tout à clinique. fait, tout à fait. Et Et puis je on a... pense que cette vision de la Gestalt l'a enrichie. C'est à la fois une évolution, mais une évolution positive, c'est-à-dire que la Gestalt n'a pas abandonné du tout les bases qui étaient posées dans Gestalt thérapie, mais les a enrichies par d'autres point de vue tiré de ce courant phénoménologique et existentiel. Oui, oui. Et puis on retrouve aussi aujourd'hui les racines du pragmatisme, parce que ça, elles y sont, puisque Gestalt Oui, thérapie a oui, été écrit au cœur du pragmatisme américain. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et pendant longtemps, on a fait comme si ça n'existait pas, et là, on est en train comment dire, de se réapproprier ces racines-là. Oui, Et oui, ce que bien je vois sûr. de commun entre phénoménologie et pragmatisme, c'est la place donnée à l'expérience. Absolument. L'expérience est une notion alors fondamentale pour tout le courant humaniste. Oui, On retrouve ça chez Rogers aussi, l'importance de l'expérience vécue. oui, Donc, c'est au fond le point central des psychothérapies humanistes, oui. hein, le primat de l'expérience. Alors, est-ce que tu crois que la Gestalt thérapie a de l'avenir dans notre terre de la vieille Europe? Ah, de l'avenir. Oui, Oui, mais bien sûr, elle est très vivante, elle se développe, elle conquiert aussi ce qui me semble intéressant. Moi, je vois quand même un certain paradoxe dans l'évolution de la Gestalt. oui, Parce justement. qu'au fond, la Gestalt, elle a bien évolué, elle s'est transformée, on vient de le voir en parlant justement de cette inspiration phénoménologique et tout. Et dans sa formulation théorique, à mon sens, elle reste trop prisonnière des formulations de Gestalt thérapie. Alors que dans la pratique, elle a beaucoup évolué, elle s'est ouverte à d'autres choses. Par exemple, elle s'est ouverte récemment aux neurosciences. J'ai vu qu'il existait maintenant un institut de neuro-gestalt Oui, à Paris. oui, tout à fait. Donc, il y a plein d'ouvertures dans la Gestalt. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié le livre que tu as fait sur Gestalt thérapie avec les enfants et la famille et leur famille. Hein. C'est nouveau. Je trouve que c'est très bien que la Gestalt se soit ouverte à ce domaine de l'enfant, de la thérapie familiale d'une certaine façon, qui n'était pas présent du tout dans la Gestalt à l'origine. Oui. Donc la Gestalt, elle vit, elle s'ouvre. Moi, je pense que la plupart des thérapeutes gestaltistes que je connais, ils sont intégratifs. Donc la Gestalt aujourd'hui, elle est très intégrative. Bon, il y a des gens qui s'en réclament directement, comme Gilles Delisle et la PGRO, mais la plupart, même ceux qui ne s'en réclament pas, ont fait les gestaltistes plutôt intégratifs. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, tout en revendiquant bien sûr leur identité. L'identité, elle est importante pour toi, cette identité de gestalt thérapeute, mais en même temps, tu es aussi, moi, à mon sens, très intégrative. La Gestalt thérapie se disait intégrative dès le départ. C'est la première thérapie intégrative. Ça a été
au fond le génie de Peirce, d'arriver à faire une synthèse entre plein de courants, le courant psychanalytique, la Gestalt théorie, le psychodrame maurénien, le courant reichien. Il est arrivé à faire une synthèse tout à fait originale. Je vais t'arrêter dans ton énumération parce que on arrive au terme de notre aventure du jour. Mais je voudrais peut-être souligner un aspect pour terminer, c'est l'importance des personnes. Et je sais que dans ton amitié pour la Gestalt thérapie, il y a eu des personnes que tu as été très proche de Serge et Anne Ginger et oui, très proche de l'histoire de l'EPG aussi, puisque oui. tu as fait partie du jury de sélection des écrits professionnels. Et puis, je trouve que nous deux, on a réussi à fonctionner aussi dans une belle amitié confrontante. Absolument. Et moi, j'ai toujours trouvé que le mouvement et le milieu gestaltiste, c'était un milieu justement où les relations, l'affectif, les relations affectives étaient très présentes. Et c'est ça que j'ai apprécié par rapport au milieu psychanalytique qui est plus un peu constipé, enfin, il était un peu à une certaine époque en tout cas. Ben ça me paraît une très belle fin. Très bien. Ben, je te remercie de cet entretien qui a été très, très intéressant pour moi. J'espère que ça sera pareil pour les gens qui l'auditionneront. Au revoir. Au revoir Chantal et à bientôt.